Trump a gagné, la bourse va changer, mais pas de la façon dont vous pensez. Et dans cette vidéo, on va justement parler point par point de tous les éléments que l'on pense que Trump va impacter et qu'il faut peut-être voir aussi d'une autre manière en tant qu'investisseur. Le premier point qui vient en ligne de compte, c'est l'armement. Évidemment, avec Trump, on se dit, il a juré évidemment d'arrêter la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est un front et il ne faut pas oublier qu'énormément d'armement, que ce soit aussi pour Israël, provient d'entreprises américaines. Donc, il y a la promesse, en effet, qui pourrait dire que si on a un cessez-le-feu en Ukraine, il faut faire attention aux sociétés de l'armement qui peuvent, à court terme, en effet, baisser. Mais d'un point de vue moyen-long terme, il y a Poutine, il y a le Moyen-Orient, il y a Trump aussi, d'une certaine manière, qui pousse l'Europe, si ce n'est pas maintenant, ça ne sera jamais, à éventuellement pouvoir essayer de faire front et de pouvoir enfin un petit peu plus travailler ensemble et d'essayer de continuer donc de pousser la défense européenne, voire même de faire un OTAN européen si Trump, l'idée, c'est de faire monter évidemment les tarifs. Donc l'idée même de se dire: «Oui, vous pouvez toujours avoir des baisses à court terme et on peut avoir des mouvements sur court terme sur un paquet de secteurs d'activité» et on l'a vu. Il faut également se projeter à plus moyen long terme. Évidemment, cette vue, d'une Europe unie justement face, à la Chine, face à la Russie, face, aux États-Unis, également avec Trump, c'est pour l'instant, d'un point de vue, politique, une chimère. Puisqu'on le voit politiquement, quasiment tous les gouvernements, européens sont divisés, ont des problèmes de dette, de budget, se font attaquer, la dette également, directement dès que l'on voit qu'on augmente les impôts, ce genre de choses-là, et qu'on va continuer de dépenser, donc on augmente les impôts, mais on dépense pas trop, on baisse pas trop les dépenses. Donc on le voit, on a vu en Allemagne, ils sont en train de tenter des élections, heu, anticipées à partir de janvier. Parce que ils ont les moyens de relancer leur économie. Ils ont l'un des déficits qui est le plus bas, d'Europe. Donc eux, ils auraient réellement les moyens, mais ils sont complètement divisés au niveau politique. Donc ils n'arrivent pas à prendre des décisions. C'est pareil en France et c'est plus ou moins pareil dans, chaque grande nation et en Angleterre aussi, ils ont, même si on ne va pas intégrer ça à l'Europe, mais ils ont quelques problématiques. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'on est à un pivot éventuellement historique où on aurait toutes les raisons du monde de pouvoir travailler à un objectif commun, mais ça arrive pile poil pendant un moment où politiquement on reste divisé. Donc ça peut, on l'espère, si on veut voir le verre à moitié plein, essayer de pousser une espèce de d'envie européenne encore plus profonde. Et je pense que la BCE a un énorme travail à faire, c'est de baisser les taux. Et on le voit notamment avec l'euro-dollar, on va en reparler. Aujourd'hui, la BCE doit baisser les taux, heu, facilement de 50 points de base. J'avais dit déjà la fois dernière que pour moi, ils devaient baisser de 50 points de base. Ils doivent faire une baisse de 50 points de base. L'Angleterre vient de baisser de 25 points de base. Je pense qu'ils continueront, la BCE, à faire 25 points de base, mais honnêtement, on a besoin d'un choc. On a besoin d'un choc politique, on a besoin d'un choc économique pour se mettre en volte-face et très rapidement reprendre, heu, une stratégie, une indépendance énergétique, puisqu'on le sait, l'avantage compétitif de nos entreprises, de nos économies, passe par une énergie peu chère et pas de la démagogie. Et tout ça, il faut aligner les politiques. Donc on va voir ce que ça va donner en Allemagne. Ils tentent un coup, hein, ils sont en train de tenter un coup. S'ils terminent autant divisés que chez nous, c'est pas gagné, évidemment. On continuera à se faire bouffer. Mais politiquement, il faut à un moment donné commencer à arrêter la division et donner les pleins pouvoirs à un parti pour essayer de pousser les choses. Et on le voit, justement, Trump, lui, il va avoir beaucoup plus les mains libres que ce qu'il avait quand il avait été élu en 2016 et c'est ça aussi qui peut changer beaucoup de choses. Alors évidemment, on se dit pétrole, très bien. De notre côté, pour moi, je vais plutôt dire parapétrolière. On regardera ça dans une deuxième vidéo, justement, dans les valeurs que je vais vous suggérer. Ça fera partie de la deuxième vidéo. Et on se dit, ben, on sabre le solaire. Et on l'a vu, on a sabré le solaire. On a sabré le cannabis aussi, mais on a plus sabré le cannabis parce que la Floride euh, a refusé la «légalisation» entre guillemets à des fins récréatives, de la marijuana, et donc ça a mis un coup aux valeurs plus que le fait que ce soit Trump qui gagne, parce que Trump aussi quelque part il serait pour.
Mais ce qui nous intéresse, c'est les valeurs vertes. Alors évidemment, on peut continuer le pragmatisme, mais personnellement, moi, les meilleures hausses sur les valeurs vertes que j'ai faites, c'est en 2019 et c'est quand, Trump était au pouvoir. Donc je pense qu'il faut faire attention par rapport à ce que Trump dit et en effet, ils vont continuer de pousser sur le fracking et cetera pour continuer de produire énormément de pétrole, voire, faire baisser, les prix du pétrole. Il faut également remplir leurs réserves stratégiques à nouveau, de pétrole. Mais in fine, si vous voulez, c'est à l'avantage de personne que les prix, du pétrole baissent trop fortement ou trop durablement. Donc à partir de ce moment-là, on peut faire des annonces, mais de la même manière que sur l'armement, on a énormément d'industries et une grosse part de l'économie US qui dépend actuellement du budget défense et des ventes d'armement et également du pétrole, du vente gaz, pétrole de schiste. Donc on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Et pour le solaire, donc, en effet, on a une réaction épidermique court terme, mais pour moi, tout ce qui est lithium et compagnie, il faut quand même le pousser, et c'est-à-dire que là, il y a une vision de court terme, mais à moyen et à long terme, Trump ne va pas radier ça. On va continuer dans la même politique que ce qu'on avait avant. On n'a pas de gros changements. Donc pour moi, les mouvements de court terme et les mouvements de peur sur ces valeurs vertes, il ne faut pas nécessairement se ruer dessus et les acheter, parce que ça reste des grosses tendances baissières, mais il ne faut pas non plus balayer ça d'un revers de la main et se dire: «J'y touche plus». Je pense qu'il y aura des opportunités et ce, même sous Trump. Donc on le voit avec les matériaux de base, ce que l'on a aussi avec Trump, c'est la rotation cyclique. On voit toutes les valeurs cycliques qui remontent, toutes les valeurs industrielles, les valeurs de matériaux de base. Donc au-delà de cela, si vous voulez, c'est la reprise du manufacturier. Donc c'est Trump, c'est éventuellement un changement de cycle où on va republiciter et repayer et revaloriser des sociétés que dont on n'était plus intéressé depuis une dizaine d'années aujourd'hui, et donc revenir à ces matériaux de base. Parce que ça veut dire quoi le protectionnisme? Ça veut dire de l'inflation également. Et pour moi, la meilleure protection, c'est d'acheter ce type de valeur-là. Et donc, quelque part, Trump élu, ça vient renforcer ce que je vous disais, le changement de cycle vers les cycliques value. Et Trump, peut-être, va accélérer ce changement-là et cette rotation-là. Alors la problématique avec le protectionnisme, c'est que ça vous crée de l'inflation. Donc ça vous fait monter vos taux long terme. Vous le voyez, le marché n'a pas attendu. D'ailleurs, petit aparté, hein, si certains d'entre vous, parce que je me suis fait accuser d'informations diffamatoires, parce que je disais que Trump était en tête, allait gagner, et que le marché, c'était le choix du marché, que c'était Trump, et qu'on avait toutes les indications qui démontraient que vraiment le marché croyait pas trop que c'était super serré, croyait plutôt à une victoire de Trump. Et tout de suite, dans les commentaires, c'était accusation diffamatoire, etc. Donc, bref, l'idée, c'est toujours pareil, c'est que n'oubliez jamais que vous avez une grosse partie des réponses dans le graphique déjà. Que ça vous plaise ou pas, que ce soit contre les sondages ou pas, que ce soit contre la bien-pensance de l'État ou pas, il y a beaucoup de choses dans le graphique. Et donc, la petite problématique, évidemment, c'est l'augmentation des taux. Là, on est en train de revenir sur un support. Si on vient à casser ce support et qu'on revient dans la zone des 90, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché est en train d'anticiper un retour de l'inflation. Un retour de l'inflation dans un environnement de ralentissement économique, il va falloir aller se chercher, comme j'ai dit, chercher les valeurs plus matériaux, industriels et compagnie pour se protéger. Cyclic value. Dividendes, mais pas pour les dividendes, pour le côté value. On a déjà fait pas mal de vidéos sur ce thème-là. Et ce qui, m'intéresse, le plus, si vous voulez, c'est que donc du coup, on a les taux longs qui remontent. Si les taux longs continuent de remonter, OK, jusqu'au niveau des 5 voire au-delà, ça pose 2 problèmes. Un, ça pose des problèmes de refinancement aux entreprises, parce qu'il va falloir se refinancer. 5 c'est le taux sans risque, donc quand vous êtes une entreprise, plus vous êtes petit et plus vous êtes plutôt autour des 10-12. Donc ça vous crée un problème, vous ne pouvez pas prendre autant de crédit que vous voulez, voire vous ne pouvez pas le prendre, donc vous devez réduire vos investissements et vous rajouter au cycle finalement de ralentissement économique. Au-delà de cela, dès que le marché commence à vous offrir à 10 ans 5%, 5,5%, vous avez Trump pendant 4 ans, vous n'avez pas forcément envie de prendre du risque. Vous allez peut-être acheter des obligations US pour vous protéger de toute récession, de tout ce qui peut se passer en mode aléatoire, plutôt que de continuer d'investir en bourse et de prendre du risque en bourse. Donc, un certain nombre de flux qui peuvent déserter les marchés boursiers pour aller chercher de l'obligataire à 10 ans, le temps de voir venir. Donc ça, c'est un autre élément également de rotation de flux. Entre
des actifs qui sont concurrents, ne l'oublions pas, les obligations et, et les actions. Et du coup, rentre en ligne de compte le dollar. Parce que du coup, on a le dollar qui se renforce. Et dites-vous bien, le dollar qui se renforce, ça veut dire inflation, ça veut dire potentiellement récession, mais ça veut dire, voilà, les États-Unis en protection ultime. Mais protection ultime, pas pour les États-Unis eux-mêmes. Les États-Unis vont avoir besoin d'un dollar faible. Les pays émergents vont avoir besoin d'un dollar faible. Nous-mêmes, Européens, nous avons besoin d'un dollar faible. Et ça peut très bien arranger, et ça doit arranger dans les années à venir, surtout quand on doit gérer un déficit fiscal croissant, donc qui fait pousser les taux longs encore plus d'une manière haussière, c'est mieux quand même d'avoir un dollar qui est faible. Donc au-delà, si vous voulez, des mouvements de court terme, aujourd'hui on reste encore dans cette figure-là, mais pour moi je reste d'un avis que la logique serait que on aille et on tende vers un dollar faible d'un point de vue macroéconomique. Maintenant, voilà, graphiquement parlant, on est dans une neutralité entre les 1,6 et les 1,12. Et donc, pour revenir dans des rotations à l'international versus les US, vous avez besoin que l'euro-dollar, par exemple, repasse au-dessus des 1,10 et des 1,12. Et là, on aura une vraie rotation cyclique également de surperformance sur des valeurs, matériaux de base, cycliques, value, mais dans le reste du monde, plus qu'aux États-Unis. Ça se fera aux États-Unis aussi, bien entendu, mais vous aurez également cette rotation-là, entre growth et value, et entre les pays. Pour l'instant, voilà, les États-Unis, c'est en mode winner takes all, c'est-à-dire qu'on ne fait que renforcer aujourd'hui le fait que le gros des flux est aux US, point barre. Et si bien que beaucoup de personnes qui investissaient dans leur propre pays par un biais de, cognitif, si vous voulez, de juste investir dans mon propre pays, eh ben, se mettent à s'intéresser aux US et commencent à investir aux US. Et on le voit, le retail également investit énormément, alors que les gros ont plutôt tendance à sortir. En tout cas, à prendre des profits et à faire leur rotation au niveau des portefeuilles, que ce soit obligataire et que ce soit value cyclique. Donc on se retrouve dans un monde où Trump va baisser les impôts, c'est très bien, sauf que ça fait moins de revenus pour l'État. On va du coup également, je parle à court terme évidemment, on va, du coup ça c'est bon pour les marchés, etc. Mais on a les taux qui augmentent, on a le dollar pour l'instant qui reste fort, et donc on a cette problématique qui est de dire que tout ça, ça pousse l'inflation et ça pousse les taux longs à la hausse. Et comme j'ai dit, il y a une limite, à un moment donné, où les taux longs qui vont continuer de pousser comme ça vont créer une problématique pour les actions. Donc on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut. On ne peut pas pousser le déficit autant qu'on veut. À un moment donné, cette problématique des taux longs est importante. Ce qui va pousser la Fed, Powell se fera certainement éjecter, mais ce qui va pousser la Fed à, continuer de baisser les taux. Donc on a une espèce d'environnement magique, c'est ce que joue le marché, où on a de la baisse des impôts, également de la baisse des taux, une inflation qui restera des pâquerettes pour l'instant, qui rebondira peut-être plus tard, mais pour l'instant, si vous voulez, on est dans le meilleur des mondes possibles et donc on va se récupérer des points de croissance. Donc le ralentissement économique, pour l'instant, c'est lissé. La Fed se concentre sur le chômage, donc elle a toutes les stats aujourd'hui pour continuer de baisser par 0,25, encore à ce stade-là. Et peut-être qu'en 2025, on se rendra compte que l'inflation remonte un petit peu, et donc c'est là qu'on se dira, on ne va pas baisser les taux aussi bas que ce qu'ils étaient avant. L'inflation ne descend pas aussi bas que ce qu'elle était avant, et elle remonte, et donc on a un changement de cycle, un changement de paradigme, cyclique, value et compagnie. Et on pousse ce truc-là. Donc voilà, ça c'est pour moi les éléments importants, mais si on regarde d'un point de vue purement graphique, Trump n'a rien changé. D'un point de vue configuration moyen-long terme, Trump n'a rien changé. J'ai besoin sur mon euro-dollar de casser ici par le bas, et je me dis tiens le dollar devient super fort, et donc c'est de la protection, et c'est pas forcément bon pour les actions. Si on casse par le haut, c'est bon pour les actions, mais c'est surtout bon pour les actions qui vont être dans de la rotation value cyclique. Et tant que vous êtes dans le milieu, si vous voulez, finalement, ça bouge pas du schmilblick actuel. Et même chose pour les taux, il y a un moment donné, là on est pile poil sur le support, donc il faut tenir. Et si on commence à continuer de casser par le bas et donc d'avoir les taux qui continuent de monter au-delà des 5%, à un moment donné, ça va coincer sur le marché action. Ça va être une problématique. N'oubliez pas que à tout moment, le marché peut s'inquiéter à nouveau pour la dette. À tout moment, le marché peut décider de s'inquiéter pour les capex qui sont dépensés pour l'intelligence artificielle et le cloud et les serveurs sur les grosses caps. N'oublions pas que les indices sont très concentrés. Et ce que l'on voit,
c'est que les indices européens, etc., internationaux, nous envoient une photo qui est plutôt timorée, on est plutôt prudent. Et pour autant, si on sort des indices, il y a encore beaucoup de choses intéressantes, notamment dans cette rotation-là. Donc il faut également apprendre à se détacher des indices pour pas non plus qu'ils nous brouillent l'esprit. Et pour moi, j'ai pas encore le décisionnel sur mes tendances de moyen long terme. Donc il y a fort à parier que voilà, il y a une différence aussi entre ce que Trump annonce qu'il va pouvoir faire et en gros, on risque de patienter et d'attendre son investiture qui n'est pas avant janvier. N'oubliez pas, plafond de la dette, ça sera pour début 2025 aussi. Toujours à l'américaine, c'est jamais un problème, ils vont le remonter, mais dorénavant, les démocrates vont jouer avec ça également pour mettre la pression. C'est toujours pareil, c'est devenu un outil politique. Mais n'oublions pas que si les marchés décident d'attaquer la dette américaine, et donc de pousser les taux au-delà des 5%, ça remet en cause aussi le fait que Trump puisse dépenser en déficit autant que ce qu'il veut. Il devra se restreindre. Et donc la Fed sera obligée de prendre le penchant si on ne veut pas justement se prendre le côté effet ciseau sur le ralentissement économique. Et la Fed sera obligée d'arrêter son quantitative tightening et de reprendre le quantitative easing. Une fois qu'on a dit ça, on regarde les graphiques et on voit sur le pétrole, rien n'a changé. J'ai besoin de casser les 76 pour travailler un petit peu cette zone et c'est seulement le jour où je casse les 85 que je vous reparle de l'inflation, que je vous reparle de hausse du Brent et du brut. Donc ça veut dire relance du manufacturier, mais d'autre part, affaiblissement du pouvoir d'achat également de mon consommateur. Donc il va falloir bien faire le penchant aussi entre les services et le manufacturier, qu'on a tendance à oublier un petit peu. Et ça, pour moi, ça peut être le pivot qu'on peut jouer sur les prochains mois. Regardez le DAX. Le DAX, c'est super intéressant parce que quand Macron nous a fait son petit coup politique, nous, on s'est fait dégommer sur le CAC 40 et on n'est jamais remonté. Et là, le DAX, ben, il reprend la confiance, si vous voulez. Alors, il y a des stats aussi qui sont plutôt bonnes. On voit que les commandes à l'industrie sont en train de remonter, etc. Donc, on voit bien que le côté manufacturier, quand même, on est au rebond. Et donc, ça aussi, ça veut dire qu'en Chine aussi, petit à petit, c'est lent, hein, il faut attendre, bien entendu, mais c'est au rebond. L'idée, c'est qu'on est au rebond. Et la Chine également, il ne faut pas se leurrer. À un moment donné, s'il y a Trump et compagnie et qui commence à acter son protectionnisme, la Chine n'aura d'autre choix que d'augmenter son stimulus, voire de dévaluer le yuan. Donc ça aussi, il faut bien se dire que d'un certain côté, on peut avoir peur pour l'Europe, on peut avoir peur pour la Chine, éventuellement que Trump va bloquer tout ça, mais ça peut les pousser également à mettre en place un certain nombre de choses qui sont pour relancer du stimulus. Et ça, ça peut donner des dynamiques assez intéressantes sur les marchés, et notamment en termes de rotation. Donc le DAX, on voit que le côté politique, pour l'instant, c'est plutôt bien vu. Donc on va voir en janvier, ça sera très intéressant, mais il faut espérer que l'Allemagne puisse sortir finalement un leadership politique qui leur permette de beaucoup plus facilement pouvoir mettre la main à la pâte de leur déficit et faire de la relance. Et ça serait très positif. Et puis, il faudra que les autres pays poussent aussi en ce sens-là. Donc ça, c'est ce que je regarde. Quand je regarde le cuivre également, on voit que hier, on s'est pris une benne et aujourd'hui, on a un rattrapage. Donc on voit bien que les mouvements court terme de Trump, il faut s'en méfier. Sur le moyen terme, on voit bien qu'à ce stade-là, il ne faut pas tuer la Chine non plus. Okay, j'ai besoin de casser par le haut pour me dire la Chine est en train de relancer. Je casse par le bas, je me dis c'est pas pour demain la veille. Okay, donc là aussi, on est toujours dans des entre-deux d'un point de vue moyen-long terme. Qu'est-ce qui profite le plus des baisses d'impôts et compagnie? C'est les petites capes. Et je veux dire, le marché ne s'est pas trompé, mais regardez le graphique. Avant même les élections ou quoi, vous étiez dans les meilleures dispositions pour les petites capes. Et on en parle quand même depuis un long moment. Si je vais regarder le CAC 40, on est venu chercher cette résistance ici, on bloque. Donc pour moi, c'est ici le pivot, rien de nouveau. Tant qu'on ne passe pas ça par le haut, vous n'avez pas de rebond. Et donc on continue de faire une espèce de truc larvé ici. Le risque, c'est qu'on aille chercher cet oblique ici au niveau des 7200 points, qui serait le gros support. Pour l'instant, donc entre 7002 et 7006, et je dirais même 7008, c'est de la neutralisation à moyen terme, où on voit que c'est du zigzag. On en est là aujourd'hui. Si je vais regarder les indices américains dorénavant, je vais regarder Dow Jones, on est sur les plus hauts, côté cyclique, je vous avais dit. Dividende, break haussier sur les plus hauts. Donc la rotation dont on parle, si vous voulez, c'est
Quand je vous dis, c'est que ça peut faire consensus. Mais aujourd'hui, la rotation, elle est déjà à l'œuvre. Ok, donc les select dividendes, c'est pas pour les dividendes que je les select, c'est parce que c'est des actions value. Donc on est typiquement sur ça que le marché est en train de rechercher et faire ses rotations lui-même. Et donc on est en train d'accentuer ça et voir ça deviendra le momentum. N'oubliez pas que quand vous prenez vos trackers momentum quality, aujourd'hui c'est truffé d'actions de croissance. Mais quand la vraie rotation fait consensus, ben, momentum et quality vont être de plus en plus gavés de valeurs value. Et on va sortir les valeurs croissance au fur et à mesure ou réduire leur pondération. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de dire, c'est qu'on est en train de remanier les pondérations à l'intérieur de ces grands indices. Ça prend du temps. Au niveau de l'or, un dollar fort, c'est pas bon pour l'or, c'est pas bon pour l'argent. Mais globalement aussi, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'or et l'argent montent essentiellement parce que nous, on est dans un monde qui va continuer les déficits. Et ça, demain, a priori, ça ne change pas. Donc le dollar fort, là aussi, on peut avoir des rebonds puisqu'on voit bien que pour l'instant, sur mon euro-dollar, j'ai pas de décisionnel encore. Ça sera très intéressant de voir la BCE parce qu'il faudrait vraiment que la BCE baisse ses taux plus rapidement que la Fed pour se dire que là aussi, on va jouer, on va jouer ce sort différentiel. Mais c'est pas gagné, à mon avis, on va faire copie conforme alors qu'on aurait besoin de mettre le pendant. Et politiquement parlant, honnêtement, je pense qu'on a loupé l'occasion quand il y avait Draghi à l'époque de mettre en place des vraies obligations européennes. Aujourd'hui, on a des obligations par pays, mais il faudrait en fait avoir des obligations européennes. J'ai toujours dit, à la prochaine crise, au prochain truc en Europe, il faudra pousser les obligations européennes. Euh, donc certains devront accepter de payer plus cher, comme l'Allemagne, mais finalement, on voit toute la croissance, on voit tous les pays du Sud, etc., qui ont fait les efforts, qui ont consenti les efforts. Finalement, la France aujourd'hui devient un petit peu le vilain petit canard. Mais quelque part, si vous voulez, on a tellement lissé le truc que aujourd'hui, c'est avec Trump, on a la Chine et Poutine, on a toutes les raisons du monde d'enfin s'entendre, si vous voulez, pour pousser le truc et pour essayer de faire ça correctement. Sinon, il y a plus, si on loupe l'occasion là, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Et donc évidemment, si vous n'êtes pas pro-européen, vous aurez du mal à voir ça, mais je pars du principe, si vous voulez, que la problématique, c'est qu'on n'a jamais fait réellement l'Europe comme on aurait dû le faire et pousser le truc jusqu'au bout. C'est pour ça que 20 ans après, si vous voulez, on a toujours l'impression que ça marche sur trois pattes et qu'on peut se dire que ça fonctionne pas, mais on n'a jamais poussé le truc jusqu'au bout. Avant de dire que ça marche pas, il faudrait essayer de pousser le schmilblick jusqu'au bout. Donc là, on en est là, mais on en est là un petit peu aujourd'hui. Si je regarde Gold Silver, j'ai tout fait. J'ai tout fait, je pense que j'ai tout dit. C'est mon idée, mais je trouve que voilà, l'élection de Trump, ok, sans parler politique, mais d'un point de vue macro, ça va être très intéressant. Très, très, très intéressant. Et je pense il faut être loin, si vous voulez, de se dire que ce qui se passe sur ces premiers jours, là, en termes de rotation, en termes de mouvement, etc., il faut éviter les conclusions hâtives. Vous voyez, on n'a pas bougé d'un poil, il y a eu de la volatilité, mais on n'a pas bougé d'un poil dans les types de scénarios. C'est juste que Trump, pour moi, n'amène pas un nouveau scénario, il va potentiellement accélérer celui qui était déjà là. C'est ce que je vous dis souvent, les nouveaux cycles en bourse, ça n'arrive pas tous les 4 matins. En fait, les événements qui vont arriver euh, nous permettent en fait d'accélérer des thèmes qui sont déjà là. Voilà, comme d'habitude, si vous me dites ce que vous en pensez, si la vidéo est claire, que c'est compréhensible. On va passer à la seconde vidéo que je vous invite à regarder, où on va regarder par secteur d'activité certain nombre de configurations, des trucs que je trouve intéressants. Et vous me dites en commentaire voilà, ce que vous en pensez. Euh, et puis je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve pour la seconde partie de la vidéo sur la partie action. Salut les graphes, n'oubliez pas d'aller dans la description, vous avez tout un tas d'autres vidéos pour aller beaucoup plus loin et également des liens pour recevoir toutes les chroniques que je peux publier au jour le jour et également des listes d'actions que je suis, que ce soit PEA ou CTO. Il y a quand même des choses très intéressantes en Europe aussi, ne l'oublions pas.